heureux de vous voir plus nombreux dans cette aventure que nous avons lancée il y a 2 ans déjà. Aujourd'hui, nous sommes à notre 7e édition et nous avons pris le pari de voyager à travers l'Afrique grâce à la littérature. Nous avons déjà été au Cameroun, nous avons été au Rwanda, nous avons été au Congo, merci. Nous avons été au Mali aussi. Donc aujourd'hui, notre avion va s'arrêter à Bujumbura, au Burundi. Grâce à Madame Marie-Louise Loiserie, que vous avez devant vous, nous allons voyager, nous allons parcourir le Burundi d'une manière ou d'une autre. Alors nous vous remercions beaucoup d'être présents pour cette escale au Burundi. Je tiens avant tout à excuser 2 personnes qui nous ont dit qu'elles ne pouvaient pas être là, en l'occurrence M. le bourgmestre et Mme Véronique Sali, qui malheureusement pour des raisons d'agenda assez chargées ne peut pas se joindre à nous. Donc je vous souhaite à tous un bon moment. Donc la soirée se passera en deux parties, hein. Comme vous le savez pour les habitués. Nous aurons la première partie où on présentera l'auteur. L'auteur vous présentera son livre. On aura une petite interlude musicale et la dégustation. Et je vais appeler les sœurs Mouya qui vont nous dire ce qu'on va déguster aujourd'hui. Avant ça, après la dégustation, on passera à la partie débat, échange, qui est souvent très heureuse. Nous avons aussi l'honneur de recevoir aussi, d'avoir ici parmi nous, M. Légué, qui est chef de la propriété, qui va nous dire un mot. Merci, mais très rapidement, je ne vais pas faire durer plus longtemps le suspense, c'est la présentation du livre. Je veux dire que c'est un vrai plaisir d'être ce soir parmi vous. Déjà l'an passé, c'était une soirée, un café littéraire vraiment très actif, dans le cadre d'Afrique en livre, qui est hébergé par la bibliothèque du château de Quartier, par Serge d'Asie. Donc je tiens vraiment à vous dire que je suis très heureux d'être là. Je remercie les organisateurs de persister et de développer l'événement. J'ai l'impression que ça grandit d'année en année. Donc, à mon avis, d'ici quelques années, on va devoir occuper tout le château pour faire la présentation de ces livres. Je veux dire également que la présence ici de l'Afrique en livre est très importante pour Charleroi. Vous savez que Charleroi est une ville qui s'est construite par l'échange. On trouve énormément de nationalités. Moi-même, je suis à moitié polonais, à moitié belge, donc on est tous des mélanges de gens venus d'ailleurs, et c'est la richesse de Charleroi. Et je pense que le fait ici de défendre notamment la littérature africaine, qui est souvent méconnue, est très important pour construire. Vous savez qu'on reconstruit Charleroi. Alors, si vous vous promenez en ville, vous voyez sans doute qu'une bonne partie de Charleroi est pour l'instant en train d'être démolie. Il y a plus ou moins 25% du centre-ville qui va être démoli. Et puis ensuite, on va reconstruire. Mais ce qui construit réellement une ville, ce qui construit une communauté, ce ne sont pas les briques, ce n'est pas le béton. Ce qui construit une communauté, c'est les gens, c'est vous. Et donc ici, vous êtes en train de construire quelque chose, vous êtes en train, pour moi, de construire le Charleroi de demain. Je souhaiterais vraiment vous remercier les organisateurs pour contribuer chaque jour à cette belle construction. Merci beaucoup. Merci, M. Donc, je vais appeler ici les sœurs Mouya qui vont nous dire ce qu'on va déguster très rapidement. Oui. Le menu de ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, vous aurez au menu une tartine d'avocat et son pissou épicé. Ensuite, vous aurez 2 raviolis, sauce coco gingembre. Et vous aurez comme dessert une soupe de chocolat blanc aux fruits de la passion. Bonne soirée. Merci. Donc, elles ont fait aussi le pari de faire ce qu'on appelle la cuisine fusion. C'est-à-dire que c'est des jeunes filles qui sont originaires du Congo, mais qui sont nées en Belgique, donc ils peuvent en même temps fusionner leur cuisine, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'elles puissent utiliser les ingrédients africains et faire une cuisine à la belge. Merci, applaudissons pour elle parce que. Voilà, donc sans vous attendre, je passe la parole au maître de cérémonie.
pour que notre soirée commence. Voilà, à toi Michel. Merci Guillaume. En fait, la soirée ne fait que continuer. Moi, je ne vais pas prendre la parole pendant longtemps, évidemment. J'imagine que le suspense est maximal. On voudrait bien attendre la romancière. Juste deux ou trois petits mots pour situer un peu notre invité du soir, enfin de ce soir. Donc, Marie-Louise Suazuri est née au Burundi. Elle est en Belgique depuis 1998. Je signale en passant qu'elle a dû quitter le pays dans des conditions qui n'étaient pas très faciles, que je vais l'évoquer. J'ai vu sur Internet en tout cas que sa maison avait été brûlée, incendiée plutôt, en 1997. Mais ce n'est pas ça l'objet de mon introduction. Ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est une Burundaise ou une Belge d'origine burundaise très connue au pays, au Burundi, notamment à cause des contes, des poèmes, des pièces de théâtre et surtout d'un feuilleton paraît-il très populaire au Burundi. Je ne suis pas burundais, mais enfin, les Burundais qui sont ici peuvent témoigner. Un feuilleton de titre est Mouani Nue Moudiango. C'est ça. Se traduit en disant que en fait, le voisin, c'est lui la famille. En d'autres termes, quand vous avez un problème, vous adressez d'abord au voisin avant d'appeler ou de faire appel à votre frère ou à votre soeur ou à votre papa ou maman, enfin, je ne sais pas, un membre de famille qui a des kilomètres et des kilomètres. Mais en tout cas, le feuilleton, paraît-il, connaît un succès qui ne se dément pas depuis de nombreuses années. On va en parler. En fouillant un peu sur Internet, j'ai vu qu'elle a publié, elle a fait connaître sa première pièce de théâtre en 1976. Et la pièce s'intitulait « Quoi qu'il arrive, la vie est belle ». Je ne sais pas si vous avez toujours un exemplaire, je viens de le lire. Voilà, sans trop tarder, je vais lui passer la parole pour qu'elle puisse nous parler de son premier roman. Je dois le signaler aussi, c'est son premier roman, mais paraît-il qu'elle a d'autres romans qui sont encore au tiroir, enfin dans les tiroirs, et qui attendent d'être publiés. Voilà, je vais lui passer la parole. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Et merci à vous tous d'être ici ce soir. Merci aux organisateurs de m'avoir invité et de m'offrir cet espace. J'ai toujours peur de parler, toujours peur naturellement très fort. J'ai toujours peur de... Donc, ce soir, je vais vous parler de ce livre, qui est mon premier roman, effectivement. Les gens me connaissent plus comme quelqu'un qui fait du théâtre. Et là-bas, on dit Marie-Louise la dramaturge. Ici, ceux qui me connaissent disent Marie-Louise la conteuse. Et je me suis dit que je vais aussi m'essayer au roman. Et en fait, ce roman, pourquoi je l'ai écrit? C'est une réponse à une question qui m'a été posée. Vous savez, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, en 2001, il y a eu le procès qu'on a appelé le procès des 4 de Butare. Le procès de 4 Rwandais, dont 2 religieuses. Et il y avait une ONG belge, mais qui œuvre aussi au Burundi, au Rwanda et au Congo, sur la justice, qui s'appelle RCN, Justice et Démocratie, qui avait obtenu le droit d'enregistrer tout le procès. Et ils avaient demandé à des gens qu'ils connaissent, chaque jour de procès, à 2 personnes extérieures à RCN et extérieures aussi à la problématique rwandaise, d'aller suivre le procès un jour. Et puis après, de réagir par rapport à ce qu'ils avaient suivi. Donc, de réagir à sa manière sous forme d'un poème ou d'un petit texte ou d'un petit conte. Et c'est dans ce cadre-là que je suis partie écouter le procès un jour. Et en sortant du palais de justice,
je suis tombée sur un Belge qui est un ami qui avait vécu avec moi à Nouvelle-Anneuve, mais qui avait déménagé sur Bruxelles. Et lui, tout heureux, il m'a sauté dessus en me disant, voilà, tu vas me dire si oui ou non ces 4 là sont coupables ou innocents. Je lui ai dit, mais je ne peux pas te dire s'ils sont innocents ou coupables. Mais il a insisté. Alors, bon, je m'excuse pour ceux qui ont lu le livre, mais je vais faire très brièvement le petit compte que je lui ai fait pour lui répondre. Parce que pour moi, c'est important. Je lui ai raconté ce qui suit. J'ai improvisé. Je lui ai raconté qu'il y avait un roi qui avait une femme. Mais une femme très très belle. En tout cas, une femme qui lui enviait tous les monarques des pays alentours. Mais la femme, le roi n'était pas heureux pour autant. Parce que sa femme, qu'on disait si belle, était... Les mauvaises langues disaient qu'elle avait un ventre aussi sec qu'un champ de cailloux. Parce que son ventre était toujours aussi plat que le jour où on l'avait amené au roi. Il n'avait jamais conçu. Et le roi avait attendu autant d'années qu'il y a de doigts sur mes 2 mains réunies. Et après ces 10 ans, il en a eu marre d'attendre, donc il a pris notre femme, qui elle très vite a conçu. Et le roi était tellement heureux qu'il a demandé à sa femme d'être le premier informé au moment de l'accouchement. Sauf qu'au moment où toute la cour attendait le bébé royal, il y a une servante qui sort du palais et qui va dire au roi qu'on vient de trouver la reine, la jeune reine, morte dans la salle du trône. Le roi n'en revient pas, évidemment, il est dans une colère toute royale. Et il demande alors aux devins, à 2 devins, à une devineresse du palais, d'aller observer la reine, de demander à leur gris-gris de la raison, qu'est-ce qui a tué la reine. Et les 3, chacun s'en va de son côté, et juste après, ils reviennent un à un. Le premier, il revient, il dit au roi, la reine a été assassinée par son amant. Le roi Yabazour dit, la reine, une si jeune femme, elle avait un amant. Il dit, oui, elle a été assassinée par son amant, le chef du troupeau royal. Il explique même qu'elle a assassiné en l'étouffant avec des corbeilles, que les corbeilles en question sont à côté du corps. Il sort, bon, le roi il fait évidemment appeler le coupable pour qu'on puisse l'écorcher vif. Le deuxième devin qui arrive et qui dit la reine a été assassinée par son amant. Mais cette fois-ci, l'amant, c'est quelqu'un d'autre. Et il dit qu'il l'a assassiné en lui donnant du poison. Et la preuve, c'est qu'elle est morte en les mains sur le ventre parce que le poison l'a brûlé. Le roi fait mander le deuxième coupable pour aussi le tuer. La devineresse arrive et qui dit que la reine a été assassinée par son amant, qui se trouve être le neveu du roi. Et que lui, il a même voulu la violer, et que le pagne de la reine était remonté au-dessus du genou. Le roi lui demande qu'on amène aussi celui-là pour le castrer et le noyer dans le lac au crocodile. Sauf qu'au moment où on amène les 3 coupables, les gens ils applaudissaient évidemment. Il y a les enfants, la sagesse est toujours du côté des enfants. Un enfant s'est demandé comment une même reine pouvait avoir été tuée par 3 amants de 3 manières différentes. Mais bon, mais en même temps pour l'enfant, si les adultes comprenaient, ce n'était pas son problème. Et au moment où on amenait la reine, où on amenait les 3 coupables, on est venu apprendre que la reine venait de mettre au monde le bébé royal. Tout simplement parce que la reine, il n'y avait rien de vrai dans ce qui avait été dit, mais chacun avait tellement bien construit son histoire que ça paraissait vraisemblable. Et la reine, tout simplement, ce qui s'était passé, c'est qu'elle était partie de la salle du trône de la recherche du roi, qu'elle avait eu le vertige, qu'elle s'était accrochée à des corbeilles et qui étaient tombées en même temps qu'elle, et de sentant tomber, elle avait mis les mains sur le ventre pour protéger le bébé, et que son père avait remonté de la chute. Tout simplement. Mais il y avait trois amants, entre guillemets, qui auraient pu mourir pour ceux qui n'ont pas commis. Et si j'insiste sur cette histoire que je vais raconter, finalement, il a compris que, effectivement, c'est pas parce que j'ai été assister à une journée de procès que je pouvais savoir ce qui s'est passé réellement au Rwanda, alors que je n'y étais pas. C'est que par rapport aussi au Burundi, la problématique est que les gens ont toujours tendance soit à coller la réalité burundaise sur la réalité rwandaise, alors que c'est 2 réalités totalement différentes. Et puis,
les gens ont tendance aussi à croire directement ce que dit la personne en face. Moi, je peux venir et dire, au Burundi, les Hutus ont massacré à fond les Tutsis, et ça devient parole d'évangile. L'autre à côté va dire, les Tutsis ont massacré à fond les Hutus, et ça devient parole d'évangile. Alors que la réalité est toute en nuances. Et donc, ce livre, en fait, pour moi, c'est l'histoire de deux femmes burundaises, mais qui pourraient être aussi deux femmes rwandaises et deux femmes congolaises, des femmes dans la guerre. Parce que leur parcours et leur humanité dépassent la simple sphère de leur quotidien. C'est des femmes qui ont eu un parcours différent, un parcours lié à la réalité socio-culturelle du pays, à l'histoire du Burundi. Et ces deux femmes se sont retrouvées voisines, mariées, à deux hommes, des voisins, un Hutu et un Tutsi. Mais ces deux femmes étaient plus que des sœurs. À force de vivre ensemble l'une à côté de l'autre, elles sont devenues plus que des sœurs. Et elles vont entrer dans la période électorale au Burundi avec beaucoup de légèreté, beaucoup de joie aussi, parce que ce n'est pas tous les jours que les élections s'organisent. De tissu pour couvrir le haut. Et c'est ça qui montrait que là, sa poitrine n'était plus libre parce qu'elle avait été choisie. Et dans la tradition burundaise, une femme nue, même une jeune femme qui est avec son mari, ne peut pas avoir les seins nus, parce qu'on dit que les mains de l'homme sont là pour les couvrir. Une femme qui a des enfants ne peut pas avoir les seins nus, parce que les joues de l'enfant sont là pour les couvrir aussi. La personne qui a les seins nus, c'est une veuve qui n'a plus d'enfants. Donc les seins nus, ce n'est pas par rapport à l'érotisme, c'est par rapport à cette situation qu'elle craint toute femme de se retrouver veuve et sans enfant. Et que ça n'engage que moi, la manière dont moi je vois ce qui s'est passé au Burundi. Et donc le livre, c'est ma réponse à la question de Gisèle. Et donc, il voulait que j'enlève cette première partie, et ça ne nous parlait pas, que j'enlève aussi les 3 dernières pages qui sont l'épilogue, ça ne nous parlait pas non plus. Et ils m'ont dit que le livre était trop volumineux, et qu'il fallait le réduire. Je ne le trouvais pas si volumineux, surtout que c'est écrit avec des caractères assez lisibles. Et on a bloqué surtout sur 2 choses. Parce qu'il me disait qu'il fallait qu'au début, que chaque fois je mette chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et moi, je n'avais pas envie de mettre des chapitres. Parce que moi, au début de chaque chapitre, je mets un adage qui explique pour moi le contenu du chapitre. Voilà, on avance, la soirée avance. On va prendre une petite pause avec un intermède musical, comme Guillaume l'avait dit. Et puis après, on reviendra alors pour les questions, pour échanger. J'imagine qu'il y en a qui ont lu le livre et qui pourront poser des questions, ou d'autres qui ont entendu aussi son exposé, sa présentation. À Charleroi, le 28 février, un événement qui concernait le maman africain. Vous savez que c'est dans le mois de la femme. Et il y a eu lieu à Charleroi, le 28 février, l'élection de maman africaine. Alors, je suis tellement placé pour parler de cet événement, je vais inviter maman Udine, ici. Pour qu'elle vous parle en 2 mots de cet événement qui était... Personnellement, j'estimais que c'était une réussite. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous une des mamans gagnantes de cet événement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. L'événement que notre frère nous racontait, c'était l'événement des mamans Africulture. Pour l'Africulture, je ne suis pas seul, j'ai aussi maman Annette. Tu peux aussi venir. Annette, venez.
Alors, je me suis occupée de l'élection de maman. Simplement, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir toutes ces mamans qui sont chez eux, s'approcher un peu de tout le monde, de toutes les cultures, et surtout s'amuser aussi autrement. Parce que c'est vrai que quand on vient ici, je vois presque les mêmes têtes, parce qu'ils ont des associations, ils ont ceci. À un moment donné, je dis, Annette, avec tous les autres mamans, il faudrait qu'on voie pour que ces mamans-là viennent aussi s'amuser. Ils ont des choses aussi à dire. Et on a donné cet espace d'expression aux mamans, de s'exprimer. Non seulement on les a vus défiler avec nos habits, mais ils avaient aussi des choses à dire. Ils avaient des choses dans leur tête, dans leur cœur, dans leur tripes. Et tout ça, on voulait faire valoriser la femme, à l'occasion de la journée de la femme, bien sûr, mais aussi tout le temps. Moi, je vois qu'il y a des liens qui se nouent, et en même temps, quand on voit certaines mamans dans la rue, ils reconnaissent, ah, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Ça fait plaisir parce que cette maman qui était un peu dans l'ombre, qui ne savait pas qu'un jour, ce qu'elle pouvait dire, les autres pouvaient partir avec, disons, quelques épices d'elle, quoi. Et ça peut faire à la norme peut-être la lumière dans tout ce qu'on recherche, nous, le soleil qu'on recherche tous quand il fait froid. Ces mamans-là, je crois qu'un jour, quelqu'un nous entendra pour venir au secours aux mamans africaines. Et on n'a fait pas seulement mamans africaines. On a voulu avoir toutes les mamans avec nous. Les mamans belges, les mamans de toutes les nationalités. Ces mamans, ils ont les mamans qui ne sont pas africaines, mais qui sont africaines dans leur cœur, qui voulaient partager des choses avec nous. Et ça, c'est touchant aussi pour nous. Parce qu'ils nous apportent aussi beaucoup de choses. Comme dans la vie, on dit, on est là pour des échanges. Ici, maman est en train de nous raconter beaucoup de choses qui sont vraies. Et on va partager ça avec nos cœurs, avec toutes les mamans, même si c'est papa, on ne vous met pas de côté, hein, c'est bien. Mais il y a des moments où on sait bien que tout le monde est né quelque part d'une mère. Alors bon, voilà, je vais passer un peu maman Annette pour parler de l'Africulture. Je crois que nous remercions l'Africain Libre de nous avoir invités ici aujourd'hui et surtout une représentation de Maman Africulture. Voilà, et cette invitation cadre en effet sur la présentation de l'auteur du livre qui a voulu montrer la femme sous un autre joug, la femme héroïne, qu'on oublie la plupart du temps dans tous les romans, dans toutes les histoires. Voilà, donc sans plus tarder, parce que votre temps précieux compte, j'appellerai la maman Carolo, qui est venue représenter. Alors, parmi les mamans qui ont participé à l'élection de Maman Africa, on a eu des candidates et chaque maman a été valorisée. On a aussi les membres du jury, une des membres qui est ici, Maman Marcel. Tu peux venir un peu nous donner 2-3 critères, comme ça les gens savent. Mais je t'attrape aussi, tu vas aussi, tu t'es moqué de moi. Alors chaque maman a été valorisée, on a eu la maman des mamans, on a eu des dauphines, mais chaque maman a eu son prix. Et les prix, je sais bien que maman Marcel a été là-bas pour essayer de donner ce qu'il fallait. En fait, par rapport au défilé, en fait, on avait souhaité que toutes les mamans qui avaient le courage de monter sur scène soient au moins récompensées d'un prix ou d'un honneur. Et donc, on a... en fait, l'élection s'est bien passée au niveau du jury. On était unanime sur les mamans et on s'est mis d'accord sur les appellations des mamans après. Et c'était une évidence en tout cas pour le jury, c'était très agréable. On va passer le bureau à la maman maintenant. Merci. Bonsoir à tout le monde. Et Aïmoka, pour toi. Voilà. Et moi, j'ai participé à cette élection. C'est pour commencer pour représenter la Côte d'Ivoire, parce que mon compagnon est ivoirien. Et aussi parce que j'ai un projet que j'ai fait avec lui sur le sida.
Donc, c'est aussi pour valoriser son projet. Donc, voilà. Moi, cette élection, je l'ai voulu pour lui, pour mes enfants, pour toute la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Donc, voilà. Et je suis très fière d'avoir reçu ce titre. Et je remercie Annette, et je remercie aussi Maman Bibi, je remercie tout le monde. Voilà, Muriel aussi pour ce qu'elle a fait. Je remercie vraiment tout le monde parce que ça a été une élection qui m'a touché vraiment droit au cœur. Et ici, je vous dis à tout le monde, merci. Vous voulez bien venir auprès de moi parce que vous êtes quand même une femme formidable qui soutient ma fille depuis 20 ans. Oh, depuis plus de 25 ans quand même. Voilà. Ben oui, voilà, je participe avec maman parce qu'elle est agréable, c'est une fille qu'il faut vraiment mettre à l'honneur. Elle est super et puis et c'est bien passé. On espère encore un peu beaucoup de voilà. Merci beaucoup. On peut applaudir toutes les femmes. Hein. Et je demanderai un tonnerre d'applaudissements aux hommes aussi. On dit souvent que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et devant une grande femme, il y a un grand. Voilà. Alors, sans plus attendre, on passe à l'intérêt musical. Et pendant ce temps, les jeunes filles vont vous passer des plateaux de dégustation. Bon appétit. Et on reprendra après voir les questions-réponses. Bonne continuation à tous. Voilà. Pour l'intermède musical, nous allons chanter quelque chose à l'honneur des femmes. Nous, les hommes, nous allons chanter pour les femmes. Le bouquin, c'est au moins. Et voilà. Ne vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas seul. Pitié, toi mon amour. Pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Si tôt le matin je me réveille, devant ta photo je me réveille, je sens je pars pour travailler. Les femmes. Par n'importe qu'il pleuve ou qu'il neige, par n'importe le temps, tant que je t'aime, le soir je revenir, je fais ton avenir. N'est-ce pas vrai? N'importe qui pleure ou qu'il neige, les yeux sortent sans calculer neige, ma voiture patouche, le froid, oh, tout ça pour faire le bonheur de notre femme, notre soeur, notre petite soeur. Puis nous l'a bien dit. Ça c'est bon ça. N'oubliez pas, le livre est disponible à 15 €. Il est là. Vous achetez, on vous les dédicace. Les représentants de monsieur et de mesdames, sous la piste. Pitié.
toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Si tôt le matin, je me réveille, devant ta photo, je me réveille, je sors sans déjeuner, je pars pour travailler. Par n'importe qu'il pleuve ou qu'il neige, par n'importe le temps, tant que je t'aime, le soir je veux venir, je fais ton avenir. Ah, c'est bon ça. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour penser mon cœur. Pitié. Applaudissez les gens qui ont dansé. C'est magnifique. Et nous allons continuer avec une bonne petite rumba. Les gens qui savent expliquer les paradis. Montez ma moronité, oh. Et à mon yoni, ça va être un banana. Awangana bandi, montez ma moronité, oh. Et à mon yoni, ça va être un banana. Il a abandonné l'Afrique, Jaza Kompa, Afrique, la Kelimo, Bembo, Simana, Tanzania, Organisa, Tesherina, Tozongera, il a abandonné l'Afrique, Jaza Kompa, la Kinshasa, la Bantani, la Opaï, la Mayombe, la Imogaraï. Equatereo, Kinivo Manema, Isanani, Oina America, Pena Motore, Pena Cubana, Okini Omima, Kaniki Babila, Kisi de Africa, Oina Cantolenzo, Oina Lima, Shera Compa, Guaira Guantanamera, Guantanamera, Guaira Guantanamera, Guantanamera, Guaira Guantanamera. Le poète a dit, le poète Lamartine disait, le temps m'échappe et fuit. Voilà, autant ce soit comme vol, et vous un copice, je vais lui dire aussi, voilà, ceux qui se souviennent, voilà, autant ce soit comme vol, et vous un copice, suspendez votre peau, laissez-nous savourer les rapides délices au cours de nos jours. Assez de manière ici, là, vous implore pour oublier les heureux. Mais je demande en fait que pour moi, c'est encore le temps m'échappe et fuit. Voilà, je m'arrête là, parce que sinon, je suis... Ceci étant dit, on remercie beaucoup Victor pour son interview musical. J'imagine que ça a plu à beaucoup de gens. Je pense que c'est une agréable soirée. Et on va continuer maintenant avec le sujet du jour, avec les échanges avec le public évidemment. Vous allez poser des questions, vous donner votre avis, on n'en sait rien. Je pense qu'il y en a qui ont lu quand même le livre. Je voudrais quand même rappeler 2 ou 3 petites choses pour que tout se passe dans le meilleur des mondes. Tout d'abord, s'il vous plaît, si vous posez une question, posez-la de manière brève. Parfois, on pose une question, on se lâche, et alors à ce moment, les autres n'ont pas l'occasion de poser des questions. Surtout que nous devrons libérer la salle autour de 8h15. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps, malheureusement. Un temps pousse et appelé fugit, disaient les Romains. Le temps s'enfuit irréparablement. Voilà, donc je vais vous passer la parole. Soyez brefs et surtout, disons, faisons-le dans le respect mutuel, évidemment. Je pense que
Je ne vais pas le rappeler, mais je le dis quand même. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance ou quelqu'une qui se lance? Allez. Le premier doigt, c'est toujours le plus difficile. Ah, voilà. Moi, j'ai beaucoup de questions. Mais avant tout, je vais poser une qui me brûle les lèvres. Elle est de savoir, qu'en pensez-vous de l'émancipation de la femme? Parce que dans ce livre, je n'ai pas beaucoup, bien que je n'ai pas tout lu, mais les valeurs qui y sont un peu, je ne sais pas si elles tiennent compte de l'émancipation de la femme. Oui, voilà, vous pouvez répondre. Oui, merci. Ce serait difficile pour moi de répondre à cette question si je ne sais pas de quelle valeur il s'agit. Parce que si vous me demandez si les valeurs que vous avez vues dans le livre, si vous demandez si ça tient compte de l'émancipation de la femme, et vous pensez à quel genre de valeur? Non, je ne sais pas. La femme indépendante, libre. La femme, comme en Europe. En fait, non. Et pour moi, il faut tenir compte des contextes. Et il faut tenir compte des contextes. Là, on parle de la femme burundaise. Et ce n'est pas une femme Même au niveau des femmes burundaises, il y a le contexte des femmes, entre guillemets, intellectuelles, les femmes qui travaillent, des femmes salariées, et les femmes qui exploitent la terre, qui vivent leur quotidien des champs. Et les deux femmes, c'est des femmes... Dans le livre, il n'y a pas que ces deux femmes. Les deux héroïnes, oui, ce sont des femmes qui vivent sur leur colline, qui travaillent la terre. Et pour moi, c'est des femmes... Parce qu'on a parlé de la femme, mais je pense qu'il faut parler aussi, pour ceux qui l'ont lu, on parle aussi pas mal des hommes, leurs maris. C'est des hommes le genre d'hommes qu'il suffit de dire, c'est des hommes dignes de respect. C'est des hommes dignes de respect. C'est des hommes qui respectent leurs femmes. Et ils sont respectés par leurs femmes aussi. C'est des ménages qui sont heureux. Et pour moi, la notion d'émancipation, ce n'est pas une notion d'étude, une notion d'être libre. Être libre, c'est quoi? Être libre, c'est pouvoir se sentir respecté dans ses droits. Et je pense que ces femmes-là, elles sont respectées dans leurs droits. Les deux. Mais il y a d'autres femmes qui ne le sont pas. Quand je dis respectées dans leurs droits, c'est peut-être respectées dans leurs droits d'épouse. Mais après, quand elles sont en train de galérer dans la tourmente, là, ça devient autre chose. Les droits, parfois, n'existent même plus. Et on ne va pas demander, quand tout va dans tous les sens, que les gens, quand on ne respecte plus déjà le droit à la vie, comment est-ce qu'on va respecter ton droit à être libre? Mais pour moi, il y a des femmes, il y a ces deux héroïnes, mais il y a d'autres femmes, il y a des femmes et d'autres milieux. Il y a la femme, même les héroïnes en question, la manière dont elles se comportent quand elles sont dans leur foyer, à la maison, dans un climat serein. Et la manière, et ce qu'elles vivent après, quand elles sont dans la tourmente, et ce qu'elles peuvent vivre quand elles sont hors de leur pays, c'est des choses qui changent chaque fois. Mais ce qui m'importe, c'est moi, très fort, c'est cette dignité de la femme, cette force aussi de s'accrocher, de vouloir toujours aller de l'avant, et même au pire moment, de pouvoir se dire, il y a de l'espoir. Tout à l'heure, Michel a parlé de la pièce, de ma première pièce que j'ai écrite à 16 ans. Quoi qu'il arrive, la vie est belle. Je suis sans doute une optimiste, mais je suis convaincue que tant qu'il y a vie, il y a espoir. Et c'est surtout dans les moments difficiles, dans les moments où vous voyez tout disparaître autour de vous. Vous ne gardez pas cette flamme, cette foi en l'avenir, vous ne pouvez pas aller loin. Oui, Annette. Il faut venir tout ici. Pas de micro baladeur, malheureusement. Moi, je
n'ai pas lu le livre, mais je crois que montrer un autre visage du Burundi, autre que ce qu'on a voulu nous montrer, la haine qui a surmonté tous d'autres sentiments, et assurément ce qu'il fallait faire. Mais en tant que femme et féministe, je crois que renvoyer la femme au statut de la mère nourricière, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure, une femme qui sert son propre enfant pour pouvoir nourrir celle de l'autre, n'est-ce pas conforter ce statut culturel de la mère nourricière que nous combattons tant? Je crois que les femmes ont joué, j'ai un peu suivi l'histoire, dans les génocides, ont aussi été des vecteurs de paix, ont joué beaucoup dans la réconciliation et même dans la construction du pays. Je ne sais pas si, bon, ma vision est peut-être un peu tronquée par mon engagement, mais j'ai dit, bon, est-ce que ne pas reconforter ce statut culturel de la femme dans le chantier de la guerre, bien évidemment? Oui, merci. Oui. Pour moi, je sais comme on dit féministe aussi, mais je suis sans doute féministe de ma manière. Et je trouve que le fait de reconnaître la femme dans son rôle de mère nourricière, c'est pas contester sa féminité, au contraire. Parce que si ça contribue à l'épanouir, c'est la première base de solidité. Et après, elle s'épanouit aussi dans tous les autres combats. Déjà pour pouvoir traverser tout ce que les femmes ont traversé et pour pouvoir avoir fait ce qu'elles ont fait. Et si c'était juste des femmes soumises, des femmes qui ne savent pas relever la tête, prendre des décisions et aller de l'avant, elles n'auraient pas pu le faire. Donc c'est pour ça que j'ai dit que la femme, ça dépend dans quel contexte elle est. Non plus... il ne faut pas qu'elle soit de la combativité quand ce n'est pas nécessaire. Si par exemple, elle se sent respectée dans ses droits, ça ne vaut pas la peine qu'elle se batte pour ces droits-là, il faut qu'elle se batte pour autre chose. Qu'elle s'engage sur des terrains où il y a encore des victoires à gagner, mais qu'elle ne commence pas à inventer l'eau chaude alors que c'est déjà fait. C'est pour ça que moi dans le livre, et je pense que tout en reconnaissant, d'abord en reconnaissant son rôle de femme, de mère, d'épouse, qui les épanouit, on va après plus loin. On va après plus loin parce que à un certain moment, elles se retrouvent face à tout assumer. Et elles assument. Elles assument, et bien, elles assument pleinement. Elles vont dans des combats dont je ne les aurais même pas pris capables. Et je trouve que pour moi, ça fait partie. Ça fait partie. Et parfois, justement dans cette conception de la femme, dans cette sorte de rivalité qu'on veut parfois créer entre l'homme et la femme au niveau de l'émancipation, chez moi, les hommes ont l'habitude de dire, l'adage qui dit que ce n'est pas à la femme de pousser le cocorico. Ce n'est pas la femme de pousser le cocorico quand le coq est là. Moi, je leur dis, cet adage-là, il est faux. Moi, je leur dis, cet adage, il est faux, il est sans fondement. Même quand le coq n'est pas là, la poule ne pousse pas le cocorico. C'est pas son job. On ne demande pas à la poule de pousser le cocorico. La poule a d'autres fonctions. La poule, elle a son secteur qu'elle assume. Elle prend des œufs, elle les couvre, elle nourrit les poussins, elle fait plein de choses que le coq ne fait pas. Alors, dire que ce n'est pas à la poule de pousser le cocorico quand le coq est là, je trouve que c'est complètement déplacer le problème parce que même quand le coq n'est pas là, la poule ne pousse pas de cocorico. Voilà, je pense que nous pouvons continuer. C'est pas mal comme réponse, comme question aussi. Voilà, nous avons eu un monsieur, une dame. Monsieur. Voilà, merci. Je n'ai pas eu non plus l'occasion d'écrire le livre, mais ici je vais juste me fonder sur l'exposé que vous avez fait tout à l'heure. Vous avez dit que le livre, en fait, c'est une réponse à
aux préoccupations de votre ami qui vous a aidé à, je ne sais pas, l'écrire, et qui, par rapport au procès, qui arrive, voulait savoir finalement ce qui s'est passé au Burundi. Et vous avez dit que vous devriez normalement prendre du temps avant de le répondre. Maintenant, je voudrais savoir finalement, en quelques mots, quelle a été votre réponse par rapport à la nature du conflit qu'il y a eu au Burundi. En fait, ma réponse, c'est tout le livre. Ma réponse, c'est tout le livre. C'est donc, c'est ce livre, ça commence avec le 94, mais à travers la vie des deux héroïnes, on repart en arrière. C'est donc là on a l'occasion d'évoquer ce que, par exemple, une d'elles a vécu en 72, avec la disparition de son père et tout ce qui s'est passé autour. Et c'est après, on évoque aussi les régimes qui ont eu lieu, mais très brièvement. La question, la manière dont on a essayé de trouver la solution en disant, par exemple, que soient bannis les mots d'Hutu et de Tutsi dans le vocable burundais, et que, par exemple, pendant toute la période du président Bagaza, et qui est arrivé au pouvoir en 56, juste après 72, et qui avait fait un carnage. Lui, il arrive et il se dit la meilleure solution pour que la question ethnique soit résolue, c'est de ne plus parler de cette histoire. Et lui, il reste au pouvoir. Et il a vraiment fait, il avait une sûreté très forte, avec des gens qu'on appelait Bambanga Matri, donc les oreilles dressées, et qui essayaient vraiment et qui dressaient bien leurs oreilles. Ils dressaient bien leurs oreilles. Je vais vous dire juste une petite anecdote, enfin pas une anecdote, c'est quelque chose qui est arrivé. Et il y avait c'était interdit de prononcer le mot Hutu aussi. Et en Kirundi, le mot, oui, enfin, disons les muscles, oui. Le muscle en Kirundi se dit Umutsi. Umutsi. Et il y avait des amis qui étaient en train de prendre un verre ensemble, des fonctionnaires, et un d'eux racontait à ses amis qu'il avait des problèmes de nerfs. Donc chaque fois, il mitira babaza, il mitira andia, et l'oreille dressée qui était à côté, il entendait tout le temps le mot si. Et il est parti donner ce rapport que ce groupe-là, que ce type-là était en train de fomenter une rébellion avec... Et ce qui était marrant, c'était que lui-même, il était Tutsi. C'est lui qui parlait des Tutsis. Mais il a fait 6 mois de prison. 6 mois de prison avant que on ne se rende compte effectivement qu'il a été emprisonné pour avoir parlé Imitsi à la place des Tutsis. Seulement, les gens l'ont bouclé de 76 jusqu'en 87, quand le président Uyoya a pris le pouvoir. Et une année après, en 88, il y a eu le massacre de Nhega et Malangara qui était axé sur les problèmes de Hutu et de Tutsi. Donc, pour dire que même les 10 années de silence n'avaient rien résolu. Donc, je revenais brièvement sur ça. Et puis, on voit aussi comment les gens ont vécu la guerre. Est-ce que les Tutsis ont tué les Hutus? Est-ce que les Hutus ont tué les Tutsis? Est-ce qu'ils se sont entretués? De tout ça, on revient dedans dans le livre. Et à la fin, pour conclure, je fais juste te lire un petit truc de l'épilogue. Et oui. Je conclus en disant, libre à toi, après avoir fait le livre, libre à toi, JC, et aussi à vous, lecteurs, de vous faire une opinion. Moi, la seule chose à laquelle je m'étais engagée, c'était d'essayer d'expliquer la manière
dont j'appréhende ce qui s'est passé chez moi. Les faits, pas les intentions. Et même là, il ne s'agit que d'une infime réalité, l'histoire de 2 femmes et de leurs familles restreintes. Or, le Burundi compte au moins 1 million de familles, et chacune d'elles a vécu les événements sanglants dans une réalité différente. Il pourrait y avoir 1001 réponses à la même question. Celle contenue dans ce livre n'engage que ma responsabilité, que ma sensibilité. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre question? On avance. Quelle est votre compréhension de épisodes? Je vois que vous parlez d'un grand nombre d'épisodes et de plus en plus d'épisodes. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce terme d'épisode? Je ne sais pas si c'est clair la question. Épisode dans le livre ou dans le... C'est dans la dernière page du livre. Dans l'épilogue. Ah, j'ai dit non, c'était l'épilogue. L'épilogue. C'est ce qu'il a dit avant, c'est pas par rapport au livre. C'est un feuilleton radiophonique que je fais au niveau du Burundi et qui est fait en épisodes, en plusieurs épisodes. Donc, 2 épisodes par semaine. Et donc, chaque semaine, il sort 2 épisodes du feuilleton radiophonique qui racontent le quotidien de 2 familles, une famille Hutu, une famille Tutsi, qui évoluent ensemble et qui vivent tous les événements. C'est un feuilleton en fait là auquel je triche un peu, je passe un peu pour parler de la réalité et pour dénoncer ce qu'il y a à dénoncer et louer ce qu'il y a à louer. Et c'est un feuilleton qui a commencé déjà avec en 1997. Ça a commencé à diffuser en 1997. Ça a interrompu à un certain moment parce qu'on avait un problème de financement. Parce que là-bas, pour ceux qui ne le savent pas, non seulement vous payez les acteurs, vous payez les studios pour l'enregistrement, mais vous payez aussi les radios pour la diffusion. Oui, donc vous payez tout. À un certain moment, on avait arrêté parce qu'on n'avait pas de financement, mais là, ça a repris. Et là, on est à 820 combien d'épisodes. C'est pour ça qu'on parle d'épisodes en fait. Je n'ai pas eu le temps de lire le livre, mais en le feuilleton, j'ai vu que vous commencez chaque chapitre avec un proverbe. Et il y a un qui retient mon attention, c'est si quelqu'un te découvre son derrière et que tu ne lui montres pas le tien, il te traitera de sans cul. Oui. Je ne comprends pas très bien. Ça veut dire quoi? Dans ton mot... En fait, c'est 2 chapitres. C'est 2 chapitres qui se répondent. C'est 2 chapitres qui se répondent. Il y a le chapitre, vous voyez, dans la surenchère de la guerre au Burundi, c'était à qui tuerait le plus, à qui tuerait le mieux et à qui tuerait le plus fort. C'est comme un jeu de ping-pong où tu prends une balle, tu la lances à quelqu'un, avec la plus grande force pour lui faire mal, il prend la balle et il te la relance avec plus d'énergie et vous êtes à vous meurtrir mutuellement au fur et à mesure. En partant de cette logique de œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent, d'ailleurs, je le mets ça c'est la suite, c'est d'ailleurs le même chapitre. Ça c'est le 3, dans le 3, non, le 3, il est en 4 parties. Il y a d'abord le 3.1. Le 3.1 qui est la descente aux enfers. Et là, j'ai mis juste la parole dans ça, je n'ai pas retrouvé qui, mais j'ai retrouvé ces paroles qui dit « Si la violence est légitime pour une cause juste, quel peuple, quel groupe social ne trouve sa cause juste selon son point de vue ?» Ça, c'est le 3.1, la première interrogation. Et puis alors le 3.2, qui est dans le même chapitre. Dans le 3.2, il y a œil pour œil. Œil pour œil. Et là, c'est dit, j'ai mis, c'est-à-dire, tu ne peux pas te laisser éborgner 2 fois par la même branche. Ça, c'est l'œil pour œil.
Donc, les gens qui, dans leur logique, se disent, on a déjà vu ça, là, ça ne va pas recommencer, on ne se laisse pas éborgner 2 fois par la même branche, donc on attaque les premiers. Sauf que dans le 3-3, il y a... dans le 3-3, c'est le calme avant la tempête. Donc les premiers ont trouvé qu'ils ne peuvent pas se laisser éborgner 2 fois par la même branche. Et ils ont attaqué à fond. Sauf que les autres, ils laissent un peu se calmer. Et là, j'ai mis Bukangonu Ucha, Ugira Babuli Nyuma. C'est vraiment leur mot de communication. Parce que si ce genre de problème sont les discours quotidiens de Burundais ou Tutsi, c'est Hutu ou Tutsi, c'est ça, voilà, je dis. Ça n'ira jamais. Mais oui, j'ai envie de dire, c'est pas étonnant qu'ils se tombent dessus. Non, vous savez, c'est pas que rien des Hutus et des Tutsis seulement, puisque ces proverbes trouvent leur équivalent en français. Dent pour dent, œil pour œil, et c'est pas les Hutus et Tutsis qui l'ont dit. C'est que ces proverbes aussi existent quelque part. Mais c'est vrai que il y a de tout dans les proverbes au Burundi. Les Burundais, c'est des gens qui aiment à parler par proverbe. Et qui sont très forts là-dedans parce que souvent, chaque proverbe, beaucoup de proverbes ont leur contraire. Pour pouvoir avoir quoi sortir selon la circonstance. Par exemple, si un homme veut valoriser son épouse âgée, il va dire par exemple que c'est-à-dire, c'est avec les vieilles souches qu'on garde le plus longtemps le feu, qu'on préserve le plus longtemps le feu. C'est un peu comme les vieilles marmites qui font la bonne sauce. Mais si par exemple il veut dire qu'il n'en a rien à cirer, il va dire Amaseyakera Nahomurutaro, c'est-à-dire la bouse qui n'est plus fraîche, tu ne peux pas t'en servir pour colmater des brèches. Et donc, c'est le même proverbe, mais en volte-face, histoire que chaque fois, la personne ait quelque chose à sortir, et la chose de son contraire. Mais sinon, c'est vrai que les gens sont forts dans les proverbes, mais il y a des bons, il y a des tendancieux, mais il y a aussi des très valorisants. Bon, voilà. Moi, ma question ne concerne pas le livre dont on a parlé. Je voudrais poser une question à Mme Marie-Louise Sibazouri. Marie-Louise Sibazouri, vous êtes, de par votre fonction, chargée d'affaires à l'ambassade du Burundi. Marie-Louise Sibazouri, vous êtes écrivaine romancière. Marie-Louise Sibazouri, vous êtes une mère de famille. Vous êtes conteuse, vous êtes dramaturge. Je voudrais savoir, Marie-Louise Sibazouri, comment vous vous débrouillez pour assumer toutes ces responsabilités. Écoutez, quand vous aimez, quand on aime quelque chose, on arrive à concilier ça. Et je veux dire par exemple que quelque part on est dans l'entraînement. On est entraîné assez tôt. Il m'arrive aussi de danser, j'ai un groupe de danse traditionnelle. Et dans la danse traditionnelle burundaise, on a ce qu'on appelle les danses des paniers, où vous avez un panier sur la tête et vous dansez avec, vous marchez, vous dansez, vous faites tous les mouvements sans tenir votre panier. Pourquoi? Parce qu'on vous entraîne déjà très jeune à libérer vos mains. Les mains d'une femme doivent être libres. C'est ce qu'on entraîne culturellement. Libre pourquoi? Parce que le Burundi, tout comme le Rwanda, c'est des pays à montagne. Les collines, les montagnes. Maintenant, ça commence à s'améliorer. Parfois, les robinets sont un peu plus hauts. Mais dans le temps, tout le monde allait puiser de l'eau dans la vallée. Et vous vous imaginez, vous êtes dans la vallée, vous avez votre pot en terre avec de l'eau dedans. Pour vous glissez un tout petit peu, ça casse. Or vous n'avez pas que ça, vous avez le pot en terre sur la tête,
Vous avez votre bébé sur le dos qui doit tenir solidement pour que ça ne se défasse pas. Vous avez une chèvre récalcitrante à tirer. Et vous avez sur votre bras une brassée un fagot de bois. Mais vous devez pouvoir, vos mains, celle qui tire la chèvre, doit pouvoir être indépendante en quelque sorte de celle qui tire le fagot. Et votre tête doit pouvoir porter sa charge en équilibre. Et votre poitrine doit pouvoir sentir que le bébé tient. Et les jambes doivent faire attention à ne pas glisser, mais sans regarder par terre. Parce que si vous regardez par terre, c'est parti. Il faut pouvoir regarder loin devant vous. Donc, quelque part, cet entraînement à pouvoir gérer tout ce qu'on a à faire, d'une certaine manière, je pense que ça m'a aidé aussi ça m'aide aussi même maintenant à pouvoir m'organiser en me disant voilà, et la danse, et le conte, et le théâtre, et le boulot, et encore plus la famille, ça me tient à cœur. Donc il faut que je vois comment dans mes 24 heures, et le sommeil évidemment, et comment dans mes 24 heures, je vais essayer de mettre chaque chose à sa place, de manière à ce que je puisse faire ce que j'ai envie de faire, m'épanouir dans ce que j'ai envie de faire, mais en essayant de le faire au mieux. C'est une gymnastique morale et mentale, mais quand c'est pour des choses qu'on aime, on y arrive. Encore une question? Oui, c'est Michel. Ah, excusez, elle n'a pas fini. Je voudrais savoir, la jeune fille burundaise aujourd'hui, dans le Burundi d'aujourd'hui de 2014, qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais que la jeune fille burundaise, dans le Burundi de 2014, c'est assez difficile de dire la jeune fille burundaise. Parce que c'est vrai, on peut prendre la jeune fille dans la grande majorité, mais au quotidien, les situations diffèrent. Il y a la jeune fille qui est restée sur la colline, donc qui est dans l'agriculture ou dans l'élevage. Il y a la jeune fille qui est passée par les bancs de l'école. Et j'ai bien lu le livre, et je suis burundaise. Il y a une petite chose qui m'a un petit peu choquée, c'est le nombre d'années que met notre femme pour aller voir si ses enfants sont vraiment morts. Ah, ouais. Oui, ça j'aimerais bien savoir pourquoi, parce qu'à un moment, elle va faire tout le Burundi avec le médecin, et elle ne se pose pas la question, est-ce que ses enfants sont vraiment morts, elle ne va pas voir sur la colline. Ça c'était la première question. Et alors la deuxième question que j'avais, je me dis en fait, au Burundi et au Rwanda, on s'entretue pourquoi? J'ai l'impression que c'est des petits pays, il y a des petits pays surpeuplés, il n'y a pas de poste de ministre, de directeur pour tout le monde, et on se bat pour des bêtises. Et on utilise l'ethnie, alors qu'en fait, le fond du problème, c'est pas l'ethnie. Le fond du problème, c'est des pays surpeuplés, il n'y a pas de richesse, tout le monde veut avoir une meilleure vie, mais pour l'avoir, des fois on va passer par la politique pour avoir des postes importants. Et je me dis, c'est en fait le fond du problème, c'est pas vraiment l'ethnie. On utilise l'ethnie, c'est comme au Burundi aujourd'hui, c'est les Hutus qui sont au pouvoir, mais il va y avoir beaucoup de partis et tout le monde va se battre. Pourquoi? Pour avoir ce poste de ministre, pour avoir ce poste de directeur général. Le fond du problème, il est où en fait? Merci. Et pour la première question, en fait, il faut se situer dans le contexte de la femme. Et il y a des endroits dans le pays où, même jusqu'en 2005, même les déplacés, elle avait déjà quitté bien avant, même les déplacés qui n'avaient pas été aussi loin qu'elle, qui étaient au centre de Lagos, dans ce qu'on appelle les camps de déplacés, ne pouvaient pas aller jusque sur leur colline. Longtemps après, 10 ans après, les gens qui ont passé plus de 10 ans, alors qu'ils sont dans la même commune, mais sans pouvoir aller jusqu'à la colline. Oui.
Le traumatisme et la peur et le danger aussi. Le danger parce qu'il y a des... Dans le livre, il y avait la femme qui s'est décidée à rentrer. Sur sa colline. Et en plus, elle avait encore un enfant. Sauf qu'elle n'est pas rentrée avec l'enfant et s'est dit que l'enfant reste d'abord dans le camp de déplacés et elle va aller voir. Et son beau-frère, en la voyant, qu'est-ce qu'il dit? Mais celle-là, elle débarque et d'où? Elle vient, alors que mon frère étant mort, j'ai récupéré ta propriété. Et voilà que celle-là, elle s'amène. Et elle a essayé de lui faire des misères pour partir. Et quand elle n'a pas voulu, le beau-frère a arrangé une attaque. Et la femme s'est retrouvée à nouveau dans le camp des déplacés, mais comme blessée de partout. Et elle, au moins, elle allait voir en se disant, j'ai encore un enfant, j'habite dans le coin, je vais repartir là-bas. Mais l'autre, on lui avait dit que tous ses enfants étaient morts. Rappelle-toi, les jumeaux lui avaient bien certifié que tous les enfants étaient morts. Elle ne pouvait plus. Elle savait que son mari est mort, que tous les enfants sont morts. Elle n'avait plus l'espoir de retourner là-bas. La seule pour laquelle elle s'inquiétait, c'était son amie. De savoir si elle aussi, elle est morte, ou alors s'il y a aucun de ses enfants qui a survécu. Mais elle ne pouvait pas. Même quand elle allait, tu sais, quand les gens allaient, par exemple, pour des sensibilités,